Voilà, cours numéro 12. Voilà. Donc, on va parler de l'oreille. Et thalamus. Voilà, donc, on va parler de l'oreille et du thalamus. Alors, donc, l'oreille n'est pas un organe qui n'est fait que pour entendre. Tous les organes possèdent une sortie de fluide, plasma, vers l'extérieur. Donc, ici, vous voyez l'image du rein avec le canal de l'urètre qui sort. C'est donc le plasma en excès qui va sortir sous forme matérielle de l'organe. Il en est de même pour quasiment tous les organes. Il en est pareil, de même pour l'oreille. Donc à gauche, le conduit auditif qui fait un double usage, à la fois pour l'écoute et à la fois qui va servir à évacuer vers l'extérieur. L'oreille, par ailleurs, répond à la suite de Fibonacci, voilà, avec le nombre d'or. Nous avons d'ailleurs par différentes formes d'oreilles. Donc, si on regarde une oreille, on va décrire rapidement l'anatomie de l'oreille. Ici, vous avez la fossette naviculaire. Vous avez ici tout le pourtour de l'oreille que l'on appelle l'hélix, le tragus qui se trouve ici. Au centre, ici, le creux de l'oreille, juste avant le conduit auditif, vous avez la conque. Vous avez en face ici ce qu'on appelle l'antitragus. Ici, vous avez un relief cartilagineux qui s'appelle l'antélix. Et vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle la fossette scaphoïde. Vous avez ici différents types d'oreilles. Et chaque type d'oreille correspond à un comportement émotionnel. Donc, ces différents comportements émotionnels, selon la position de votre oreille ou la façon dont votre oreille est implantée sur le crâne, permet de déterminer votre type de comportement émotionnel. Et l'oreille a donc une partie physique et une partie émotionnelle, que l'on verra tout à l'heure. Et c'est le même principe que pour l'aluette qu'on a étudié dans le cours précédent. Elle avait donc une partie physique, elle représentait la partie émotionnelle de la langue qui permet de goûter les aliments. Je voudrais vous signaler qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'étraîner la première version en PowerPoint des enseignements de santé qui seront dorénavant distribués de cette façon. La partie émotionnelle et la partie physique. La partie auditive embryologique est une extension de la partie du diencéphale. On a vu ça lors du cours sur l'embryologie du cerveau. Donc l'oreille a donc deux composantes, une partie émotionnelle et une partie physique. On va regarder maintenant sur le plan de l'embryologie à nouveau. Donc vous avez 3 feuillets embryonnaires à partir du rhombe encéphale qui se situe dans la partie postérieure du cerveau embryologique. Vous voyez ici ce qu'on appelle les embryons de la zone auditive. Donc les 3 tissus seront l'ectoblaste avec l'oreille interne et externe, une partie endoblastique, l'endoblaste avec l'oreille moyenne, et une partie mésoblastique, l'oreille interne et moyenne externe. Le mésoblaste, c'est ce qui appartient au domaine musculaire, et le domaine ectoblastique, le système nerveux. À partir de l'oreille, on a ce qu'on appelle la trompe d'Eustache qui permet d'évacuer à la fois des compressions d'air ou des pressions de liquide. Donc la trompe d'Eustache permet de communiquer entre l'oreille interne, qui se trouve ici, et le nasopharynx, qui se trouve ici, dans l'arrière-gorge, près de la luette, comme par hasard. Et donc la trompe d'Eustache participe au triréacteur que sont les 2 thalamus et la luette en tant que partie émotionnelle. Puisque donc cette trompe d'Eustache débouche près de la luette, elle est donc en communication émotionnelle avec le thalamus. Maintenant, nous allons examiner les 3 parties de l'oreille. On a donc une partie externe, qui comprend le pavillon de l'oreille et le conduit auditif, juste avant le tympan. Derrière le tympan, nous avons une partie moyenne, la partie de l'oreille moyenne. Nous la détaillerons tout à l'heure en plus ample détail. Et nous avons ensuite une partie interne.
qu'on appelle l'oreille interne. Comment s'organise le son? À partir de l'oreille externe, qui est une voie aérienne, c'est ici, le tympan étant ici, le son pénètre par le conduit auditif externe, le tympan va filtrer et ralentir les sons. Ensuite, ici, vous avez l'oreille moyenne, qui est également une chambre aérienne, et là, les osselets vont transformer les sons en informations nerveuses. Les trois osselets, c'est le marteau, l'enclume et l'étrier. Ça fonctionne un petit peu comme un clavier de piano. Ensuite, vous avez l'oreille interne ici. Et cette oreille interne, par contre, est une chambre constituée de liquide et elle a deux fonctions. L'une de transformer les vibrations en impulsions nerveuses et l'autre participe à l'équilibre du corps en relation avec la gravité de la Terre. Donc, une partie externe jusqu'au tympan, derrière une partie moyenne aérienne et ensuite une partie liquidienne, la partie interne. Comment se font les transmissions nerveuses des sons? On voit ici qu'on a les deux canaux qui sont, je reviens sur la partie antérieure, l'image antérieure. Ici, dans l'oreille interne, on a ce qu'on appelle le labyrinthe. Et ce labyrinthe est constitué de deux canaux remplis de ce qu'on appelle la périlymphe. Et donc, dans ces canaux remplis de périlymphe, vous avez des cils vibratiles et qui vont bouger en fonction de la réception des vibrations du son. Et donc, ces cils vont transformer ces impulsions liquidiennes en impulsions nerveuses transmises par cet organe ici, qui est ce qu'on appelle le corps de Corti, qui est le début du système nerveux ici, qu'on appelle le nerf cochléaire ensuite. Les sons répondent à un spectre dans ces deux canaux du labyrinthe. Et ce labyrinthe se termine sous la forme d'un coquillage un petit peu. Et donc les sons sont seulement perçus dans la bande des 20 à 20 000 Hz. Les sons aigus sont perçus en début jusqu'à la fin de l'enroulement où là on a la perception des sons graves. Et au fur et à mesure qu'on pénètre dans cette ellipse, eh bien les sons sont ralentis sous forme de basse. On a donc deux canaux labyrinthiques remplis de périlymphe, ici en bleu. Et la conduction donc du son va maintenant se faire par voie liquidienne, en faisant bouger les cils vibratiles. Vous remarquez qu'ici, on a ce qu'on appelle la fenêtre ovale, où l'étrier transmet les sons sous forme de vibrations aériennes, les transmet en vibrations liquidiennes dans la périlymphe, en suivant ce parcours de flèche bleue, pour se terminer ici, dans ce qu'on appelle la chambre ronde, de façon à évacuer la compression du son, qui va retourner en voie aérienne. Donc, durant tout ce parcours, selon l'intensité des vibrations, les sons vont être transformés ici, dans ce qu'on appelle le corps de Corti, en information, en influx nerveux. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la partie de l'oreille interne, avec les trois canaux semi-circulaires. Tout cet organe participe à l'équilibration du corps et à l'équilibre dans l'espace. Ils sont constitués d'un premier demi-cercle d'avant en arrière. Donc vous imaginez un demi-cerceau qui va depuis l'arrière de votre tête vers le nez, un demi-cerceau qui est horizontal et un autre demi-cerceau qui va lui de l'oreille gauche vers l'oreille droite en passant par le dessus du crâne, c'est-à-dire de gauche à droite. Ces canaux semi-circulaires
contiennent un liquide et des cristaux de calcium qu'on appelle les otolithes. Ils agissent comme des niveaux à bulles, c'est-à-dire que quand le liquide, de par sa vitesse de déplacement, va dans un sens dans ces canaux, les cristaux vont aller dans l'autre sens et se courber, et donc les cils de Vipaville vont se pencher et exciter ainsi le corps de Corti. Il en résulte donc une information, si la tête est donc penchée vers l'avant en arrière, ou de gauche à droite, ou bien si la tête tourne sur elle-même. C'est donc un système cinétique, donc sensible à la vitesse de déplacement. Donc, vous imaginez, si vous prenez un niveau à bulle, que vous le penchez, la bulle va dans l'autre sens par rapport à l'inclinaison du niveau à bulle. Eh bien, donc, on a 3 niveaux à bulle dans ce système de canaux semi-circulaires. Maintenant, si on fait la comparaison avec ce qu'on vient de voir, je vous redonne l'image antérieure. Voilà, si on fait l'image agrandie, agrandie de cette partie-là, on arrive donc à cette image-là, c'est-à-dire qu'on a également un réacteur à 4 étages. Un premier ici, un deuxième en bleu ici, un troisième en ci, qui est le canal cochléaire. Ici, vous avez les canaux labyrinthiques, et vous avez au centre ce qu'on appelle l'organe de Corti. Et bien donc, on a la même chose de façon similaire avec les 2 poumons, le cœur, le thalamus et au centre, le thymus. Voici donc le réacteur tel qu'on le construit avec les sphères. Maintenant, on va passer aux tests et aux corrections des vertiges d'origine cochléaire. On teste par 3 manœuvres, ce qu'on appelle les manœuvres de Semont. C'est un confrère kinésithérapeute avec lequel j'ai travaillé il y a une trentaine d'années, et on avait mis au point ces 3 manœuvres, pour corriger ce type de vertige. Donc on le corrige par une seule manœuvre, j'insiste bien. On ne fait jamais les 3 manœuvres lors d'une même séance. Et donc, le résultat est instantané si l'origine du vertige est bien cochléaire, bien sûr. Il consiste à faire transférer rapidement l'amas d'otolithe en lui faisant suivre le sens du liquide par un changement de tête rapide. L'oreille peut supporter d'ailleurs des tractions relativement importantes pour corriger les 3 muscles du pavillon de l'oreille, mais ce, dans les cas d'acouphènes. Ce sont des manœuvres un petit peu différentes. Donc, vous voyez ici sur l'image de gauche, on prend la tête du patient, on la tourne rapidement de gauche à droite, on l'incline rapidement d'avant en arrière, ou au contraire, on l'incline rapidement de gauche vers la droite. Si l'une de ces manœuvres déclenche un vertige, eh bien, ça va correspondre à une manœuvre particulière. Alors, il y a d'autres types de vertiges, donc ce type de manœuvre ne corrige que les vertiges d'origine cochléaire, c'est-à-dire par un amalgame des otolithes dans les canaux semi-circulaires. Pour l'instant, est-ce que vous avez des questions à poser? Bien, ben, je vais passer à la suite. Donc, vous m'entendez? Oui. Oui. Je dis bonjour, bonjour Jacques, bonjour à tous. J'ai une question en fait sur les acouphènes. J'entends pas très. La voix est très faible. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? Oui, c'est Luc et Maëlys. Oui, oui. Donc bonsoir à tous. Bonsoir Luc. Ma question était sur les acouphènes en fait. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est les acouphènes en fait? Comment ça se produit? Est-ce qu'il y a des solutions? Alors, on va aborder les acouphènes justement tout à l'heure, mais je retiens la question. Et alors, j'ai une autre question. Oui. Ce qu'on appelle le marteau, où c'est qu'il se situe? Alors, le marteau, il se situe dans la chambre moyenne, dans la partie moyenne de l'oreille. Donc, voilà, ici. Attends. Voilà, c'est le marteau frappe sur l'enclume et ensuite, la résonance entre le marteau et l'enclume vient faire vibrer l'étrier.
Donc c'est exactement, tu as déjà ouvert un piano, quand tu tapes sur une touche, tu as un marteau qui vient taper sur la corde, et on peut dire que la corde à ce moment-là, c'est l'étrier qui transmet la vibration. J'ai répondu à ta question? Oui, très bien. Ok. D'autres questions? Bien, donc je passe à la suite. Alors, on a vu donc qu'il y avait, pour résumer, trois parties. Une partie externe qui est aérienne, une partie moyenne qui est également aérienne et une partie interne liquidienne. Donc l'oreille a donc un rôle de transformation des sons et un rôle dans l'équilibre du corps par rapport à la pesanteur. Mais également, l'oreille a un rôle d'évacuation et de régulation de la pression artérielle intracrânienne. Ce rôle est donc dévolu à la partie émotionnelle de façon à réguler l'excès de chaleur intracrânienne. La chaleur augmente le volume circulant, donc augmentation de la pression. Et donc, il faut évacuer cette chaleur intracrânienne. C'est peut-être la partie la plus essentielle de l'oreille d'ailleurs, c'est la régulation par l'émotion. C'est une sorte de dissipateur des ondes d'énergie qui sont inutiles ou nocives, telles que les ondes courtes par exemple, parce que dans ce cas, notre cerveau se mettrait à bouillir, comme dans un micro-ondes. L'oreille est donc un refroidisseur d'énergie, un peu comme les oreilles des éléphants qui dispersent leur excès d'énergie en battant des oreilles. Beaucoup d'animaux font ça d'ailleurs pour assurer la déperdition de leur chaleur. Donc c'est le quatrième rôle de l'oreille. L'oreille est en relation, l'oreille interne par contre, est en relation avec les yeux et les pieds. Ces trois organes ensemble sont tous en relation de coordination et d'équilibre pour participer au repérage et au positionnement du corps dans l'espace. Par ailleurs, si on se blesse le gros orteil, ça arrive souvent en été par exemple, quand on est pieds nus, les nerfs des orteils étant en relation avec le système nerveux central, vont modifier la position des pieds et favoriser les entorses par la suite et entraîner des compensations vertébrales avec des lombalgies, sciatiques, etc. Il suffit alors de corriger par une certaine manœuvre cet orteil pour rétablir l'équilibre du bassin et de la colonne vertébrale. C'est une manœuvre qui est très peu connue en général. Alors, question. Pourquoi y a-t-il des écoulements de périlymphe dans l'oreille? En fait, il n'y a jamais d'écoulement de la périlymphe. C'est un milieu étanche. Ces écoulements externes se font dans le conduit externe lors seulement d'une inflammation ou infection. Ce n'est pas un écoulement de périlymphe, c'est un écoulement de la partie de l'oreille externe. Je vous remontre une image de l'oreille. Par exemple, celle-là. Donc, l'écoulement se fait ici et non pas de cette partie-là vers l'extérieur. Ici, on a un milieu étanche. Les seuls écoulements qui peuvent se produire sont des hémorragies par fracture du rocher, le rocher étant l'os qui supporte l'implantation de l'oreille. L'oreille est une voie d'énergie à double sens et les sorties sont supérieures aux entrées. C'est l'oreille qui régule la pression sanguine intracrânienne en trouvant un équilibre entre la nécessité émotionnelle et physique destinée aux besoins du cœur. C'est pour ça, des fois, qu'on a mal au cœur, on a des nausées. Donc, que vous entendiez ou pas les sons, reste au niveau d'informations inaudibles, de façon à ce que la partie émotionnelle soit garantie de sa survie. On en revient toujours au même principe. La partie émotionnelle fait tout pour assumer sa survie par différents moyens. Alors, M. Kesch a parlé du fait de cacher ses oreilles et de les protéger. Avec nos oreilles, nous pouvons percevoir des entités non physiques dans l'espace, même si elles ne se manifestent pas par leurs acides aminés. On ne peut pas les voir ni les sentir, mais on peut les entendre. Même ceux qui perdent l'audition continuent de bénéficier de ce processus.
ceux qui cachent et protègent leurs oreilles se trouvent dans des milieux religieux fanatiques, avec des émotions enfermées, notamment dans les pays du Moyen-Orient et chez les femmes. Et donc, il est difficile de les faire changer à cause de cela. Puisqu'elles ont du mal de faire le tri entre ce qui entre et ce qui sort. Alors, une série de questions concernant le fétichisme. Que penser sur le fétichisme, sur le fait de lécher les pieds de son ou sa partenaire? C'est une question qui avait été posée par un participant lors de l'atelier. Eh bien, M. Kesch répond que ceci est dû au symbolisme, qui rappelle que les pieds sont directement connectés à la partie émotionnelle. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant, avec le fait de se blesser un gros orteil, qui rappelle que les pieds sont directement connectés. Et c'est ce qui fait que le pape, en baisant les pieds de ses fidèles comme marque d'amour, et c'est pour cela que les nouveaux amants se font du pied. Donc, c'est un reliquat religieux. Donc, pour revenir à la correction des orteils, la somatotopie, c'est-à-dire la cartographie du corps humain sur le cerveau, indique que les orteils sont tout près des oreilles. Donc, si on pouvait, j'ai pas prévu de vous montrer l'image du cerveau, mais imaginez que la cartographie, c'est-à-dire le dessin du corps humain, va faire que les orteils se trouvent sur le cerveau, pratiquement au niveau des oreilles. Avec bien sûr le côté droit qui est dessiné sur le cerveau correspond au côté gauche physique du corps humain et inversement. Et Jean-Luc? Oui. Bonjour Célie. Et là, reviens sur la diapo d'avant. Oui. Il dit les côtés droits du cerveau correspondant à la partie droite du corps, bien sûr. Oui, ça croise. Mais en fait, ça ne croise pas là. Côté droit du cerveau avec la partie droite du corps. L'hémisphère droit du cerveau correspond à la partie gauche, à la main gauche et à la jambe gauche. Oui, mais là, il ne les dit pas. Mais parce que là, il dit les côtés droits du cerveau correspondant à la partie droite du corps. C'est-à-dire à la partie gauche du corps. Non? Alors, je répète. Hein. Ouais. L'hémisphère droit du cerveau correspond à la main gauche et au pied gauche. Oui. L'hémisphère gauche. Voilà. Mais ce qui est écrit en bas, ça me laisse penser que le côté droit du cerveau correspond à la partie droite du corps, quoi. Voilà la dernière phrase, là. Ah, tu n'as pas tort. J'ai fait un lapsus. C'est là. Ah, ok. Vous notez, bah, c'est bien, tu as suivi, c'est bien. Ouais. Ok, merci. Donc, je reprécise. Hein. Donc, il y a une erreur que je dois corriger. C'est le côté droit du cerveau qui correspond à la partie gauche du corps humain. Hein, voilà. Il y a un croisement au niveau du bulbe. Hein. Ok, merci. Merci d'avoir noté. Alors, au sujet des bourdonnements d'oreilles, ce qu'on appelle les acouphènes. Donc, il y a deux types d'acouphènes, des acouphènes aigus et des acouphènes graves. Donc, les acouphènes aigus, c'est les gens qui se plaignent d'avoir un poste de radio dans la tête, et les autres, ils ont l'impression d'avoir une sirène ou une conque de bateau. Donc, M. Kesch dit que c'est dû aux services secrets qui émettent des ondes subliminales ou inaudibles pour contrôler les gens par les écrans plats avec ce qu'on appelle des brouillages d'écran, comme un bruit de fond inaudible pour la plupart des gens, et ce, sur la fréquence de 9 MHz. Ils peuvent placer une micro-antenne dans un oreiller ou dans une couverture, et ceci est une inversion du processus de diagnostic qu'ont développé les Russes. C'était au départ un moyen diagnostic des pathologies en médecine. Donc, ils s'en sont servis en sens inverse. Alors, il dit qu'on peut bloquer le système avec le dôme de protection qu'il nous a appris à fabriquer, c'est-à-dire avec un seul réacteur. Alors, le problème, c'est comme bloquer un virus tel qu'Ebola, par exemple. C'est la nouvelle guerre des ondes. Par ailleurs, il semble que Kesch dit que c'est dans le but de faire fonctionner le système hospitalier et les mutuelles en créant des maladies organiques imaginaires ou réelles, d'ailleurs, d'où nombre de fausses opérations. Il précise d'ailleurs qu'il ne sert à rien de bloquer ces ondes parce qu'il les change constamment. Alors, pour avoir soigné pas mal de bourdonnements d'oreilles, enfin d'acouphènes, je dirais que 50% des acouphènes
proviennent soit de ce que j'appelle des lésions cervicales, soit des lésions par entorse. Donc, c'est des problèmes mécaniques qui font que, pour des raisons musculaires, le cou va supporter, c'est-à-dire la région cervicale, la région musculaire cervicale, va finir par ne plus assumer une certaine souplesse et comprimer tout le système circulatoire localement au niveau du cou et au niveau des oreilles. Donc, vous allez avoir, par compression musculaire, une compression artérielle ou veineuse. Donc, 50% des acouphènes sont réductibles de façon ostéopathique, soit par le travail au niveau cervical, soit par le travail au niveau des muscles jambiers, ou parfois des deux. Et dans beaucoup de problèmes d'acouphènes, la seule manœuvre qui résiste un petit peu, c'est celle des deux mollets, les deux triceps. Pour les autres acouphènes, on peut avoir des acouphènes qui sont d'origine cérébrale interne, neurologique, et certainement aussi beaucoup d'acouphènes, notamment les acouphènes aigus. Il est probable que ça vienne de problèmes d'ondes tels que M. Kesch l'indique. Oui, Jean-Jacques. J'écoute. Oui, c'est Claude. Oui. Moi, j'ai eu des acouphènes et j'ai mis, je me rappelle plus du nom des aimants là, mais sur mon vêtement là, sur mon col, Oui. là, du côté gauche, parce que c'était surtout l'oreille gauche. Je l'ai porté 3 mois à peu près, mais il y avait au moins 2, 3, 4 ans que j'avais ça. Oui. Et puis c'est parti avec les aimants. Alors, ça peut partir avec les aimants et puis ça peut partir aussi parce que le corps a trouvé une compensation. Alors, des fois, il trouve une compensation, c'est-à-dire qu'il supprime les acouphènes Oui. pour reporter le problème ailleurs. Et alors, Ah oui. voilà. Donc, je prends un exemple. Hein, il peut supprimer les acouphènes pour te se transformer en douleur d'épaule, par exemple. Ou donner une douleur du poignet, tu vois. Le corps va chercher une compensation. C'est déplacer le problème. Voilà, exactement. C'est ça, une compensation. D'accord. C'est-à-dire que dans le courant de la vie, dans le temps qui s'écoule, ça peut demander 1 an, 2 ans, 3 ans pour que le problème se déplace ailleurs. Ah oui. Voilà. Oui. Hein? Merci. De rien. Alors, ensuite, il y a une question d'un étudiant, d'un participant au sujet de l'aluminium. Donc, M. Kesch dit qu'il en reparlera plus tard. Donc, soyez sages, on verra ça dans un cours ultérieur. Ensuite, il enchaîne pour dire qu'en ce qui concerne l'ADN et l'ARN, le phosphore est l'empreinte de l'homme dans l'espace pour les autres entités de l'espace, en créant une lueur spécifique. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle le verre phosphorescent qu'on trouvait sur les montres, par exemple, dans le temps. Lors d'essais en Italie, au sujet de la collecte d'informations sur l'ADN, il devait tenir un joystick, mais avec un lien métallique à l'intérieur du joystick. Il a donc changé le système en mode plasma, et là, il n'y avait plus de collecte possible car les organes ne fonctionnent pas en mode d'électron, sauf si on a implanté un clou ou un autre métal. Et il précise d'ailleurs qu'il n'y a aucun électron dans le corps, ce qu'il a déjà dit à plusieurs reprises. Tout est en mode plasma à l'intérieur du corps ou à l'état de ganse. Ensuite, il précise que si vous prenez un casque, alors ça c'est intéressant à expérimenter. Si vous prenez un casque stéréo, côté droit plus élevé, c'est-à-dire un son plus élevé que le côté gauche ou inversement, et que vous augmentez très très lentement le son, l'intensité du son, vous entendrez alors le bruit de fond au centre de votre crâne, dans le thalamus, au point central, et vous allez équilibrer l'émotionnel. Je me souviens d'une vidéo où il y a un participant qui avait relaté cette expérience et qui disait que pour la première fois de sa vie, il savait où était le centre de son âme. Voilà, on en a terminé pour ce 12e atelier sur la santé. Est-ce que vous avez de nouveau d'autres questions à poser? Oui, Jean-Jacques, Patrick. Oui. J'ai une perte auditive de 60% dans les 4000 et là, on ne trouve pas de lien. On ne trouve pas la cause. La cause, voilà.
Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse qui me vient tout de suite dans l'immédiat. Ça peut soit venir de la partie, je vais remontrer l'image. Alors, ça peut soit venir de la partie mécanique, c'est-à-dire marteau-enclume, une forme, on va dire une forme d'arthrose, de rigidité du système mécanique ici. Ça peut également venir d'une mauvaise transmission ici au niveau du liquide dans les deux canaux ici, les deux canaux labyrinthiques. Est-ce que ça peut venir d'une mauvaise transmission au niveau de l'appareil de Corti? C'est-à-dire que les informations, elles parviennent très bien, elles sont transmises mécaniquement au niveau des marteaux à enclume, mais au niveau liquidien, c'est mal transmis. Je ne peux pas te répondre. Là. Il y aurait plus un lien émotionnel ou... Alors, ça peut être un lien émotionnel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une forme, je dirais, d'hyperpression à l'intérieur du crâne. Ça peut être dû à des origines musculaires, puisque je vous ai dit tout à l'heure que les problèmes musculaires viennent toujours de problèmes traumatiques. Donc, on peut avoir un problème traumatique qui va, de par les contractions musculaires environnantes, au niveau cervical et au niveau du pourtour de l'oreille, on peut avoir, il y a 3 muscles au niveau de l'oreille. Hein. Je vais essayer de trouver une autre image. Bon, je l'ai pas. Derrière le pavillon de l'oreille, vous avez 3 muscles. Il y a des gens qui arrivent à faire bouger leurs oreilles. Ces 3 muscles peuvent être, on va dire, en état de contracture et figer la perception, donner une sorte de raideur au niveau de l'oreille. Et ça peut participer à une baisse de l'audition. Pour résumer, on va dire qu'on a une sorte de contraction de toute cette zone ici, due à des problèmes musculaires. Ça peut être une origine. J'ai eu des travaux dans les milieux très bruyants. Alors, ça peut être aussi, c'est-à-dire une perturbation, c'est-à-dire au niveau, j'allais y venir, voilà, les gens qui ont été soumis, les marins par exemple, les marins qui ont travaillé dans la cale des bateaux, les mécaniciens marines, ils ont tous une baisse d'audition due, si tu veux, à une sorte de, une hyperpression liquidienne à ce niveau-là, qui a pu détériorer tout le système ciliaire dans l'hélix. Voilà. Je pense que c'est certainement plus probable à ça. Okay. Hein, c'est une forme de destruction ici progressive par une hyperpression liquidienne à ce niveau-là. Ça, c'est difficile à résoudre. Je ne sais pas s'il y a de bons résultats par rapport au traitement entrepris. En général, non. Très bien, merci. De rien. Et avec des gants, il n'y aurait pas moyen des... Alors, bien sûr, on peut essayer avec les gants. Moi, je ferai à ce moment-là. Donc, le seul gant que vous allez pouvoir utiliser, c'est le ZNO, d'abord en premier, de façon à être sûr d'avoir une régulation du système émotionnel, et puis ensuite de rajouter du CO2. Et pas du cuivre, pas des CO. Non, pas de cuivre. Le cuivre, c'est musculaire. Alors, le cuivre, c'est à manier avec prudence, même au niveau de l'oreille, puisqu'on est au niveau de la partie crânienne, donc il n'y a pas de CH3 et pas de cuivre au niveau de l'oreille. Ah, ok. Donc vous allez simplement utiliser le ZNO et le CO2 au niveau du tragus et au niveau de la mâchoire. Au niveau du tragus? Alors le tragus, je vous montre où c'est. S'il te plaît. Je vous remontre. Le tragus, c'est la partie qui se trouve en avant de l'oreille. Voilà, c'est cette partie ici. Ok. Donc vous allez mettre votre patch ici, voilà. Et okay. en plein sur l'articulation de la mâchoire. Ok. Je vous rappelle. L'autre, tu as dit? Pardon? Et l'autre, tu l'as dit où? Et l'autre, vous pouvez le mettre derrière l'oreille, par exemple. Derrière l'oreille. Hein, okay. Un devant et un derrière. D'accord. Vous trouvez un système, un bandeau, ouais, ça t'inquiète. Ouais. Hein, vous mettez un bandeau comme ça en diagonale pour les faire tenir. Ouais. Vous pouvez même injecter, faire un lavement d'oreille avec du ZNO, par exemple. De l'eau plastique toujours, hein, bien sûr.
Oui, 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 oui. Excellent, merci. Pardon, j'ai pas bien compris, c'est uniquement du CO2? Non, 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 non. Vous commencez par mettre du plasma ZNO pour de Ah, façon. ZNO. Voilà. Alors, le plasma ZNO, c'est pour réguler les émotions. Donc, vous pouvez mettre sur le front, par exemple, ou sur l'articulation temporo-maxillaire ici. Hein, hein. Le but étant de réguler la partie émotionnelle, donc vous pouvez le mettre sous forme de patch, pulvériser la tête avec du ZNO, par exemple, ou faire un bandeau avec du ZNO. Vous pouvez consommer le ZNO. Vous pouvez ajouter les trois façons de procéder. Mhm. Et puis ensuite, vous allez ajouter le CO2. Une fois, vous aurez la sensation d'un mieux-être avec le ZNO. Ok, merci beaucoup. De rien. D'autres questions? Pour toute autre intervention, il faut, le meilleur, c'est faire une connexion avec centre médical de la fondation. Là. Il vous répondra à beaucoup de questions. Là. Vous pouvez demander au docteur de la caisse fondation, il vous répondra. Il vous donnera des suggestions comme faire des tests et d'après les tests, il vous répondra. Et pour avoir accès au contact, il faut participer aux cours privés ou je peux avoir… Non, pas besoin. Vous n'avez qu'à adresser une lettre au docteur, je ne sais plus l'email. C'est au docteur de Fondation Cash. Vous allez sur le site de la Fondation Cash, dans le domaine de la santé, et là, vous allez avoir le lien pour contacter les médecins de la Fondation. D'accord, ok. Alors, pour déterminer si l'émotionnel est en bon état, c'est de mesurer le temps d'apnée que vous êtes capable de tenir, à la fois en inspiration et à la fois en expiration. Donc, si vous avez une apnée inspiratoire ou une apnée expiratoire insuffisante, vous pouvez être certain que votre mode émotionnel est en baisse. C'est de cette façon-là qu'on mesure le niveau émotionnel de quelqu'un. La deuxième chose, c'est de regarder l'aluette et de voir dans quelle position elle se trouve. Si elle est déviée, si elle est en érection, si elle est en double aspect, un peu en forme de W. Et on trouve quelque part l'explication, les différentes explications sur l'aluette? Alors, ça, c'était le cours de la dernière fois. Ah, pardon, merci. Alors, donc, je vous rappelle que l'aluette, c'est la partie sosie de la langue. Oui, je vois. D'accord, hein? Elle se trouve dans l'arrière-gorge et elle permet d'avoir la perception, en même temps que les yeux, de, comment dire, l'aspect affectif d'un aliment ou de ce que vous allez manger. D'accord? Donc, quand vous voyez une pomme, vous dites, tiens, la pomme est bonne, elle a une odeur, elle a une sensation. Donc, ça, c'est l'aluette qui permet de sentir la pomme, je dirais, par voie aérienne. Alors que la langue va percevoir la pomme par l'effet gustatif, celui qu'on connaît de façon habituelle. Ok. J'ai mis dans le chat l'adresse des docteurs pour les contacter. Merci. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions?